Alors bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo dans laquelle on va faire un petit lexique de topologie. Alors comme d'habitude, je vais pas taper grand chose, je vais tout prendre sur internet, etc. Alors déjà, pourquoi j'ai besoin de ça? Eh bien parce que dans le cours d'intégration, mesure de Lebesgue, etc., on va utiliser pas mal d'éléments de topologie. Alors vous les avez peut-être vus en L1, L2, mais pas forcément très formels, et a priori c'est en L3 que vous voyez des nouveaux éléments de topologie, mais dans le cours voilà, dédié à ça. Et moi j'en ai besoin, mais de certains, pas de tout. Et puis nous, on va surtout avoir besoin de ces éléments-là, mais appliqués à la droite réelle. Alors on va avoir deux choses en particulier. Alors c'est-à-dire déjà les éléments de cardinalité. Alors c'est pas exactement de la topologie, mais j'en ai quand même besoin de beaucoup. Et puis ensuite, ça c'est le cœur de la topologie, c'est-à-dire les ouverts et les fermés, puisqu'une topologie c'est un ensemble d'ouverts en fait. Ok, donc commençons par les problèmes de cardinalité. Qu'est-ce que sont donc comment est-ce qu'on définit le cardinal d'un ensemble? Euh, Qu'est-ce qu'un ensemble de cardinal fini, infini, dénombrable, non dénombrable, etc. Bon, il faut voir juste un petit point là-dessus. Ok, donc on débute toujours avec Wikipédia. Alors, la base de tout, c'est l'équipotence. Donc deux ensembles sont dits équipotents, d'accord? Paf, paf, si et seulement si, il existe une bijection de l'un à l'autre, d'accord? Donc de A, A vers B ou de B vers A, peu importe, puisque s'il y a une bijection, il y a une réciproque, et voilà. Ok? Et donc c'est comme ça, en fait, qu'on va compter les cardinaux. Techniquement, 0, c'est euh, équipotent à... Enfin, c'est... enfin voilà, vous avez un ensemble de références, d'accord? Et puis, donc si vous savez qu'il est de cardinal 3, vous faites l'équipotence de tout ensemble équipotent à celui-là de cardinal 3 sera lui-même de cardinal 3 et ainsi de suite, d'accord? Et en fait, si on fait très très bien le truc, euh, je vous avais parlé de l'axiome de la paire pour créer les nombres entiers naturels, d'accord? Voilà, donc ensemble vide, ça va être, on va appeler cardinal 0, ça c'est une définition. L'ensemble qui contient vide est ensemble vide. Alors c'est compliqué, mais ça marche, attendez. Ok, j'explique juste un petit peu ça, comment on définit les cardinaux. Donc on pose vide, il est de cardinal 0, d'accord? Et c'est comme ça qu'on définit le 0. Et je voyais bien, le vide, hein, c'est l'ensemble, c'est égal à ensemble qui ne contient rien, d'accord? Si jamais je mets... ce qui est embêtant, c'est que le 0, vous voyez, le vide, bon, sur le traitement de texte, je peux pas faire le symbole habituel, quoi, d'accord? Donc je vais écrire vide, mais c'est le symbole ensemble vide, ok? Donc techniquement, c'est pas vide, d'ailleurs, c'est ensemble vide, hein, c'est ça, d'accord? Et donc c'est ensemble vide, d'accord? C'est ça, c'est-à-dire c'est un ensemble, hein, vous voyez bien les accolades, et il n'y a rien à l'intérieur, c'est l'ensemble vide, ok? Ensuite, je regarde ceci, oh là, top, donc je contiens le vide, d'accord? Voilà. Et donc ça, c'est un ensemble qui contient l'ensemble vide, d'accord? Donc vous voyez, ça c'est une boîte qui est vide, et ça c'est une boîte qui contient une boîte vide, d'accord? Et donc ça, on dit, ça c'est de cardinal 1. Après, c'est le fameux axiome de la paire, c'est-à-dire que si jamais je mets l'ensemble vide, qui est un ensemble, hein, d'accord, et celui-ci, d'accord, l'axiome de la paire, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit si jamais j'ai deux éléments différents, A et B, alors je peux créer un ensemble qui contienne A et B, d'accord? Voilà, donc mon premier ensemble c'est vide, c'est-à-dire celui-là, ou le symbole qui ressemble beaucoup au 0 mais que je ne peux pas écrire, avec traitement de texte basique. Ok? Donc voilà, donc ça c'est un premier ensemble, pardon. Ça c'est un autre ensemble qui n'est pas du tout le même puisque lui il contient rien alors que lui il contient quelqu'un. Il contient un ensemble qui est vide. Ok? Voilà, et donc je peux créer ça, d'accord? Lui, et voilà. Et ça me fait donc un autre ensemble qui est de cardinal 2. Et ainsi de suite, en fait, avec l'asymptote de la paire, je peux rajouter, donc à chaque fois, je peux dire, maintenant j'ai vide, j'ai ensemble vide, et puis j'ai l'ensemble qui contient, hop là, le vide et l'ensemble vide. D'accord? Ici, il s'agit bien de... J'ai oublié une accolade. Ici, il s'agit bien de trois ensembles différents. D'accord? Ça, c'est une boîte vide. Ça, c'est une boîte qui contient une boîte vide. Et ça, c'est une boîte qui contient une boîte vide et une boîte qui contient une boîte vide. J'ai pas oublié une accolade là? Si, ici. Ok? Et donc, ça me fait trois ensembles. Et donc, c'est ça qu'on appelle cardinal 3. Ok? Et ainsi de suite, vous avez compris. Donc, à chaque fois, vous voyez que que j'ajoute en fait les éléments petit à petit, d'accord? Et donc ça me donne des ensembles de plus en plus gros. Alors vous voyez que là, il y a une inclusion, d'accord?
Le vide, donc l'ensemble vide, celui-là, d'accord, il appartient ici, ok. Cet ensemble-là, il appartient à ici. Cet ensemble-là, il appartient à ici, et ainsi de suite, d'accord. Et donc j'ai l'inclusion qui est un ordre, et en fait ça va être un ordre total, hein, puisque le vide, lui, il est là, d'accord. Ce vide-là, il est là, et ainsi de suite, d'accord. Et donc cet ordre total, de cet ordre total dérive l'ordre que l'on va avoir sur l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire sur 0, 1, 2, 3, etc. Ok. Voilà donc une construction des nombres antinaturels, et vous voyez que, donc après, si jamais je dis ABC, quand je fais une bijection avec lui, d'accord. Voilà, bon, par exemple, j'envoie A sur vide, B sur ensemble qui contient l'ensemble vide. Donc je dis vide, mais en fait, à chaque fois, je devrais dire ensemble vide, d'accord. B, je fais une bijection vers l'ensemble qui contient l'ensemble vide, et C, je fais une bijection, enfin, je fais une A pour image, ce truc-là, ok. Voilà, voilà. Et donc ça me fait une bijection, et donc ça me permet de dire que ceci est équipotent à cela, d'accord. Et par définition, son cardinal, ça va être la même chose, c'est-à-dire 3, ok. Donc voilà comment on fait les cardinaux. Alors là, il vous dit que la relation d'équipotence est une relation d'équivalence, d'accord. Donc parce que la composée de bijection, c'est une bijection, etc. Donc ça repose surtout sur sur la théorie des fonctions, donc injection, surjection. Ok. Voilà. Alors, si deux ensembles sont subpotents, c'est-à-dire si jamais il existe une injection de A vers B et une injection de B vers A, alors ils sont équipotents. Ok, donc ça c'est un théorème très important, parce qu'il est assez difficile de trouver des vraies bijections entre des ensembles un peu compliqués. Par contre, trouver une injection de l'un dans l'autre et puis une injection de ici vers ici, c'est vachement plus simple. Et donc le théorème de Cantor-Bernstein nous permet de trouver ça. Alors pour compléter ces choses sur l'équipotence, etc., on a aussi le théorème de Cantor que vous devez connaître. Il nous dit que E et l'ensemble des parties de E ne sont jamais en équipotents, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de bijection entre E et P de E. Donc ça va, retenez-le, parce que ça va nous être utile pour lorsqu'on verra que R n'est pas équipotent à Q. Voilà, et la démonstration, elle est aussi assez intéressante, il faut la connaître, donc c'est l'argument dit diagonal. Alors je vous laisse le regarder, hein. Voilà, c'est l'ensemble des x dans E tel que x n'appartient pas à quelque chose. Voilà, c'est le truc diagonal. Ok. Donc je reviens là, donc on sait ce que c'est que ensemble équipotent. Je vous ai expliqué ce que c'était que les cardinaux finis. Maintenant les cardinaux infinis, eh ben donc le premier c'est grand N, hein, qui a pour cardinal infini. Et donc tout ensemble qui est équipotent à n est dit dénombrable, et tous les autres ensembles sont dits non dénombrables, d'accord. Donc s'il y a une bijection entre un ensemble et n, on dit qu'il est dénombrable, et sinon, eh ben c'est pas dénombrable, d'accord. Voilà, alors donc n et z sont équipotents, c'est assez facile à voir, je pense. Alors dans z, on va dire, grosso modo, il y a 2 fois plus d'éléments que dans n, mais il suffit de dire j'envoie tous les pairs de n vers n sur 2, quoi. D'accord. Si k est pair, vous l'envoyez sur k sur 2. Et si k est impair, alors vous envoyez k moins 1, comme ça devient pair, sur moins k. D'accord. Et comme ça, vous réalisez une bijection entre n et z. Bon, voilà, je voulais voir un petit dessin, mais bon, voilà, donc sur DigiSchool Math, d'accord. Est-ce qu'il existe une bijection de n dans z? Oui, oui, voilà. Si n est pair, vous envoyez donc sur n sur 2. Et si n est impair, vous envoyez sur a. C'est n plus 1 sur 2. Ah oui, d'accord. Parce que n moins 1, ça envoyait... Enfin, on touchait 2 fois 0, d'accord. Donc c'était n plus 1 sur 2 et le négatif. Ok, ok. Bon, je voulais faire avec un petit dessin, mais c'est pas grave. Ensuite, donc n et z sont équipotents. Après, il faut voir que, avant de passer à Q, il faut voir que z et z2 sont équipotents. Alors ça, c'est très classique aussi. Voilà, donc j'ai cherché, encore une fois, j'ai trouvé sur Wikipédia. Alors la figure est pas très très jolie, mais c'est pas grave. Donc là, on va faire une bijection de n croix n dans n. Ok. Alors bon, je sais pas, moi je préfère faire de n dans n croix n, mais c'est pas très grave. Quoique, attendez. Ouais. Donc déjà, on a une inclusion, d'accord. Vous pouvez injecter n dans n croix n, hein, du style, vous envoyez k sur k0 et ça vous fait une injection. Donc ouais, c'est l'injection réciproque qui nous intéresse, c'est-à-dire comment passer de n croix n dans n, d'accord. Voilà. Donc les points que vous voyez ici,
d'accord, ce sont tous les points de n carré. Ok, c'est ça le n croix n, hein, c'est donc la grille. Voilà. Et regardez pas les nombres, hein, d'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'envoie donc ce nombre-là 0, 0 sur 0, amplifié sur 1, lui je l'envoie sur 2, lui sur 3, lui sur 4, lui sur 5, lui sur 6, 7, 8, 9, 10, 10 il est par là plutôt, 11, 12, 13 et ainsi de suite, d'accord? Donc comme ça j'y vais en diagonale, et donc comme ça je vais bien utiliser tous les éléments de n carré, d'accord? Et donc ça va être injecté dans n, puisque à chaque fois, vous voyez que je prends seulement 1, etc. Enfin, je n'arrive qu'une seule fois au chiffre 1, etc. Alors si vous voulez la vraie formule qui vous donne ce truc-là, ce décompte-là, c'est ça. Donc super, c'est très compliqué. Ok, donc PQ, c'est-à-dire PQ comme ça, d'accord, P c'est l'abscisse, Q c'est l'ordonnée, d'accord. Vous l'envoyez sur quoi? Alors donc il faut dénombrer donc le nombre, pardon, excusez-moi, le nombre de points qu'il y a dans le triangle. Par exemple, imaginez que vous avez que vous voulez envoyer PQ celui-là, d'accord. Donc vous avez déjà envoyé tous ces éléments là, ok. Voilà, donc en fait il faut comme ça faire un triangle. Donc le triangle c'est ça, le nombre de points qu'il y a dans le triangle, d'accord. Et voilà, et vous arrivez donc à ce point-là ici. Bon, je vous laisserai regarder la formule ici, mais sachez donc que c'est compter le nombre de points dans un triangle, en fait, à coordonnées entières, évidemment. Ok, donc une fois qu'on a ça, donc on sait qu'il y a une injection classique de n dans n carré, et puis on a trouvé une injection de n croix n dans n, et donc par le théorème de Cantor-Bernstein, il nous dit que eh bien, les deux ensembles sont en bijection. D'accord. Donc n croix n est puissance A est dénombrable, pardon. Ok, donc de là à dire, comme je vous l'ai affirmé, que z, d'accord, donc n lui-même est équivalent, enfin équipotent, pardon, à z, d'accord. Là, on vient de voir que n carré l'était aussi, d'accord. Bon, ben z carré, c'est pas grand-chose, ok, c'est pas beaucoup plus, quoi. Ou alors même, on peut faire même un tout petit peu mieux, on peut faire ça fois n, ok. Donc voilà, donc on refait un peu le même système, un mixte entre les ah là là, entre la bijection entre n et z et la bijection entre n et ce truc là, d'accord, pour obtenir que ceci est il y a une bijection avec n. Et enfin, une fois qu'on a z sur n, ben c'est facile de trouver q, d'accord, puisque les éléments de q, il s'écrit a sur b, avec a dans z et b dans n étoiles, d'accord. Donc si vous êtes équipotent à n, vous l'êtes évidemment avec sur n étoiles. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on peut terminer. Alors, en fait, ce serait un exercice intéressant. Vous allez me dire si vous connaissez tout ça, d'accord? Mais en fait, donc, on utilise aussi le théorème de Cantor-Bernstein, c'est-à-dire une double injection, pour le faire facilement, quoi. Parce que si vous voulez vous trouver la vraie bijection, ça va être super compliqué, d'accord? Mais par contre, injecter z croix n dans q et réciproquement, ça c'est plutôt facile, d'accord? Voilà, et enfin, donc tout cela, ce sont des ensembles dénombrables. Et lui n'est pas dénombrable, R. Alors comment est-ce qu'on peut le voir? Ben, en fait, si vous vous rappelez, par exemple, je vous ai parlé des deux constructions de R. Donc par exemple, quand on regarde les coupures de Dedekind, c'est pas loin d'être l'ensemble des parties de Q. Vous êtes d'accord? C'est pas très loin, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, donc imaginons que je connaisse que les rationnels et je veux construire les réels, d'accord? Donc vous voyez, j'ai des coupures comme ça, c'est-à-dire des ensembles... voilà, l'ensemble des A qui appartiennent à Q, tels que bon, A carré soit plus petit que racine de 2 et A négatif, et puis là, B plus grand que 2, B positif. Donc ça, c'est pour la coupure qui définit racine de 2. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas loin de dire que R, c'est issu de l'ensemble des parties en fait de Q. Vous voyez que ça, ce sont des parties de Q, d'accord, qui définissent des réels. Voilà, donc, et on a le théorème de Cantor, cette fois-ci, pas de Cantor-Bernstein, qui vous dit que un ensemble et la puissance et l'ensemble de ses parties ne sont jamais équipotents, d'accord? Et c'est comme ça qu'on peut démontrer que R n'est pas dénombrable, ok? Voilà. Cela dit, ouais, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse du continu, pour terminer là-dessus. Ok, alors je vais taper sur Wikipédia, attendez. Ok, donc l'hypothèse du continu, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben, donc si vous me croyez jusque-là, vous savez que
R, il n'est pas dénombrable, d'accord? Donc il n'y a pas de bijection entre Q, d'accord, qui lui est dénombrable, et R, ok? L'hypothèse du continu, ça nous dit qu'il n'y a pas d'autres cardinaux entre les deux, c'est-à-dire que là c'est un premier infini, là c'est un deuxième infini, et qu'il n'y a pas d'autres infinis qui s'insèrent entre les deux, d'accord? Donc voilà ce que c'est que l'hypothèse du continu. Alors je vais essayer de vous le trouver sur Wikipédia, parce que je suis sûr que vous allez mieux croire Wikipédia que moi. Voilà, c'est marqué ici. Un ensemble est dit dénombrable quand il est en bijection avec n, l'ensemble des entiers naturels, ok. L'argument diagonal, donc de Cantor en fait, permet de montrer que l'ensemble R des réels, donc c'est ce qu'on appelle puissance du continu, parce que R est continu quand on le dessine, quoi, n'est pas dénombrable, ok, puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est grosso modo, bon alors là c'est l'argument diagonal, c'est plus simple que ce que je vous expliquais. Et donc que son cardinal est strictement supérieur au cardinal du dénombrable. D'accord? Mais la question se pose le problème de l'existence de cardinaux intermédiaires entre n et r. Et donc Cantor, qui n'est pas n'importe qui, puisque j'arrête pas de citer son nom depuis le début, fait l'hypothèse qui n'en existe pas, et c'est ce qu'on appelle donc l'hypothèse du continu. Voilà, donc le cardinal du dénombrable, c'est noté Aleph 0. Après, on dit que le puissance du continu, voilà, l'hypothèse puissance du continu, ce serait 2 puissance n0, et ça c'est n, c'est Aleph 0, et donc ça ce serait Aleph 1, d'accord? Et puis quand on prend l'ensemble des parties de R, ça doit faire Aleph 2, donc ce qu'on pourrait noter 2 puissance Aleph 1, ça ferait Aleph 2. Quand on prend quand on prend l'ensemble des parties de R, ça ferait Aleph 3, etc. D'accord? Puisqu'à chaque fois, hein, à cause de l'argument diagonal qui marche tout le temps, c'est d'ailleurs assez impressionnant, l'argument diagonal, parce que il marche. Là, nous, on a l'habitude de le faire avec des ensembles dénombrables, enfin avec un nombre dénombrable d'éléments, mais il marche aussi avec un puissance du continu, non dénombrable, d'accord, et puis etc. Voilà, et donc comme ça, à chaque fois, en prenant l'ensemble des parties de l'ensemble des parties de R, etc., on trouve des cardinaux de plus en plus gros, tous infinis évidemment, mais beaucoup plus gros, quoi. Et bien voilà tout ce que je voulais vous dire pour la cardinalité. J'espère. Alors si jamais il y a des choses qui vous sont complètement inconnues, étrangères, etc., bah dites-le moi parce qu'on va quand même avoir besoin de ces choses-là. Alors bon, 17 minutes, peut-être je m'arrête là et puis je fais une autre vidéo sur ouvert et fermé, ce sera plus digeste peut-être.